cette élection n'a pas fait recette. Encore la violence au Pays basque espagnol et français 24 heures après la signature d'un accord entre Paris et Madrid sur la lutte contre le terrorisme. La bataille de la télévision par satellite, désaccords persistants entre la France et le Luxembourg, ce sera le dossier de ce journal. L'angoisse de la page blanche pour 260 000 jeunes Français. Les épreuves du bac débutaient aujourd'hui. Pour ce premier jour, la philosophie était au bout du stylo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La violence une nouvelle fois au Pays basque au lendemain de l'accord signé entre Paris et Madrid pour en terminer avec le terrorisme qui endeuille les deux côtés de la frontière. La violence avec 3 événements sanglants depuis hier soir. Hier précisément, c'est un garde civil qui a été tué dans sa voiture près de San Sébastien. Et puis ce matin, un accrochage entre la police espagnole et 3 membres présumés de l'ETA militaire a fait 2 morts et 2 blessés, toujours du côté espagnol. Enfin, tout à l'heure, c'est une moto piégée qui a explosé au Pays basque français, cette fois à Biarritz, devant un bar fréquenté par des sympathisants de la cause basque. Bilan, 2 blessés graves. 3 événements qui mettent en lumière la dégradation du climat dans la région. Thierry Calmette. Saint-Sébastien, hier soir. Angel Antolin, garde civil qui appartiendrait au service de renseignement, monte dans sa voiture et met le contact. La voiture était piégée. Elle explose. La déflagration projette les débris du véhicule à plusieurs dizaines de mètres. Tout brûle rapidement. Angel Antolin meurt carbonisé. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Et puis ce matin, très tôt, à Hernani, petite ville de la région de Saint-Sébastien, 2 morts et 1 blessé au cours d'une opération antiterroriste. La police cerne un immeuble qui sert de base à 3 hommes membres supposés de l'ETA militaire. Les policiers sont accueillis par des coups de feu. Un garde civil est grièvement blessé. Le chef supposé du commando se rend. Les forces de sécurité donnent alors l'assaut à la grenade. De violentes explosions se produisent. L'appartement occupé par les 2 derniers membres du commando servait aussi de cache d'armes et d'explosifs. Les 2 hommes meurent, calcinés. La police découvre aussi des mitraillettes et des explosifs, le reste des munitions. Au Pays basque, le terrorisme demeure plus que jamais le problème numéro 1. J'ajoute que les 2 hommes blessés tout à l'heure par une moto piégée à Biarritz sont tous les 2 des Basques espagnols. L'un d'entre eux avait déjà été la cible d'un attentat en 1978, c'était au mois de mars. Sa voiture avait été mitraillée à cette époque-là. Une visite qui suscite déjà bien des commentaires, celle qu'a effectuée cet après-midi François Mitterrand dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Une visite symbolique puisque le maire de Conflans, c'est Michel Rocard. Michel Rocard qui est la personnalité socialiste la plus populaire de France aujourd'hui, si on en croit des sondages qui ne se sont pas démentis depuis plusieurs mois. Des commentaires donc, même si officiellement le chef de l'État est venu pour constater les résultats d'une expérience d'économie d'énergie entreprise à Conflans-Sainte-Honorine. Pourtant, on ne peut s'empêcher de voir un souci d'ordre politique dans la rencontre de ces 2 hommes, au style et au tempérament si différents. Pierre Alain. Le défi de Conflans. Il ne faut pas voir dans cette affiche quelque intention maligne, c'est tout simplement le nom de l'opération lancée il y a 18 mois dans la ville pour maîtriser les dépenses d'énergie. Quant à la visite de François Mitterrand, elle était initialement prévue pour février, et c'est, dit-on officiellement, le hasard si le président de la République vient dans la ville de Michel Rocard à 2 jours de l'élection européenne. Pas d'arrière-pensée politique, dit-on donc, dans cette promenade côte à côte de 2 heures, mais une façon de saluer une expérience unique en France, à l'initiative de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Toute la ville de Conflans a été photographiée aux infrarouges pour déceler les fuites de chaleur. Les travaux qui ont suivi dans 1800 logements permettent d'ores et déjà une économie de 10 millions de francs l'an, soit 1000 francs par ménage. François Mitterrand a donc visité quelques-unes des maisons transformées, ainsi que les bâtiments municipaux, presque tous rénovés. Un déplacement très protocolaire, sans petites phrases politiques et un bref passage que d'aucuns trouveront symbolique dans cette mairie de Conflans où Michel Rocard avait annoncé sa candidature à la candidature pour l'élection présidentielle de 81. Alors Albert Duroy, une visite à placer sous le signe de la politique ou de l'écologie? Si le président de la République avait voulu seulement attirer l'attention sur l'importance des économies d'énergie, il aurait pu choisir un autre jour, puisque le problème est permanent, et une autre ville, puisqu'une liste de villes pilotes en la matière lui avait été proposée. S'il a choisi d'aller aujourd'hui dans la ville de Michel Rocard, c'est qu'il avait aussi une idée derrière la tête. Quelle idée? Ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il a voulu donner un petit coup de pouce à la gauche, juste avant l'élection européenne, qui, de son propre aveu, peut mettre la majorité en péril. Ce n'est pas la première fois qu'à la veille d'un scrutin difficile, François Mitterrand utilise le chouchou des sondages d'opinion.
Mais il y a aussi une autre explication. Chacun sait que le gouvernement Mauroy est usé. Chacun pressent que dans 2 mois ou dans 6 mois, il sera remplacé. Les noms de plusieurs premiers ministrables circulent, Mermaz, Bérégovoy, Fabius, Delors. Leur commun dénominateur est qu'ils sont tous mitterrandistes. Chaque fois que le nom de Michel Rocard est cité, il provoque le scepticisme. Jamais, dit-on, Mitterrand n'appellera à Matignon celui qui a voulu l'évincer en 1980 de la course à l'Élysée. Par son clin d'œil de Conflans-Sainte-Honorine, aujourd'hui, le chef de l'État a voulu signaler que Rocard aussi était dans son équipe de premier ministrable. Pourquoi était-ce à ses yeux important? Pour montrer que le jeu est ouvert, qu'il saurait tenir compte des souhaits de l'opinion et que, dans une situation que tout le monde s'accorde à trouver très mauvaise pour la gauche, il a encore des atouts non négligeables dans sa manche. Une satisfaction pour le gouvernement. Après le bon indice des prix hier, un deuxième indicateur économique vient d'être publié, celui du chômage. Il y avait en mai, en données corrigées des variations saisonnières, 2 295 000 demandeurs d'emploi, soit une stabilisation par rapport au mois précédent. Le même chiffre en avril était de 2 296 400 demandeurs d'emploi. Ces chiffres représentent une hausse de 13,1% en un an. La campagne électorale pour les élections européennes se termine ce soir. Il reste quelques heures seulement aux candidats pour terminer en beauté leur tour de France des électeurs. Chacun a choisi de conclure cette campagne à sa façon, en commençant par la tête de liste de l'Union de l'opposition, Simone Veil, qui a choisi le registre du symbole. Elle était dans un petit village qui avait voté en masse pour elle lors de la dernière élection. Jean-Louis Le Seine. À pied, à cheval vapeur, en train, on appelle maintenant cela TGV, en avion, Simone Veil aura parcouru toute la France pendant cette campagne électorale. Mais jamais en hélicoptère. C'est depuis cet après-midi chose faite. Dans ce petit village coincé entre Metz et Nancy sur les étangs de l'Indre, le trio Veil-Ponce-Veil, le mari de Simone, a eu le temps de discuter avec les 52 électeurs de cette commune du parc naturel régional de Lorraine. L'allusion fera sans doute plaisir aux gaullistes. Pas d'abstention à la dernière élection européenne, celle de 79, mais surtout à l'époque, 45% pour elle, 20% pour Jacques Chirac. C'est dire que Simone Veil a voulu aujourd'hui, au-delà de l'union de l'opposition, terminer sa campagne sur une note optimiste. Mais face aux Lorrains qui l'accueillaient, son appel de Tarquimpol aura avant tout été un appel européen, 2 jours avant le vote, plus de politique politicienne. L'Europe, ça a été aussi une victoire sur la liberté, puisqu'il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale a été la victoire sur le nazisme et le totalitarisme, et donc il faut voter pour une Europe des libertés, pour conserver ce privilège, savoir le sauvegarder, et que c'est ça l'enjeu de dimanche prochain, donc voter et voter pour sauvegarder notre liberté, donc votez tous pour la liste d'union qui symbolise cette volonté de lutte. Après avoir pris le verre de l'amitié, Simone Veil a repris l'hélicoptère pour Paris et n'attend plus maintenant que les résultats des urnes. Mais Bernard Ponce, le second de la liste, se montrait dès cet après-midi aussi enthousiaste que son chef de file. Enfin, je crois que nous pouvons dire que nous avons la pêche, et que nous avons la pêche vraiment à fond. Autre campagne, autre ton, beaucoup plus politique pour Georges Marchais, qui a tenu hier soir à Villejuif sa dernière grande réunion électorale. L'occasion de voir monter au créneau l'un des ministres communistes du gouvernement, qui était demeuré très discret tout au long de la campagne. Aux côtés de Georges Marchais, on trouvait en effet Charles Fittermann. Charles Fittermann, ministre des Transports, bon élève du gouvernement et du Parti communiste, a fait, comme on dit, un tabac hier soir à Villejuif. 2 thèmes à retenir. Creuse-au-Loir, la lutte contre l'abstention. Si on a déjà voté communiste en 81, dit Charles Fittermann, il est impardonnable de ne pas aller voter. Voter communiste, c'est le vote utile pour avancer, pour pousser à la roue dans le bon sens. Voter communiste, soutenir l'action de Georges Marchais et de ses amis, c'est un peu s'assurer à une Europe assistance des travailleurs. C'est, si vous voulez encore, mettre un tigre dans le moteur de la voiture du changement mise en route en 1981. Vous voyez que je ne sors pas des transports. Pour ne pas être en reste, Georges Marchais, qui a écouté attentivement, s'en prend au patron de Creuse-au-Loir. Il pratique, dit-il, un chantage odieux en demandant de l'argent tout en menaçant de licencier. Voilà enfin des gens qui cloquent, comme on dit,
en un soir des fortunes considérables dans des parties de poker avec des artistes de music-hall en criant « Vive la crise !» Est-ce la présence du ministre? On n'entend pas une seule critique contre le gouvernement. Seule la Marseillaise a eu des ratés. Du côté des socialistes, le tout dernier meeting se déroule actuellement à la porte de Versailles à Paris avec une ambiance de fête. Les sympathisants de Lionel Jospin ont commencé à arriver depuis 18 h pour entendre leur tête de liste qui, lui, devrait intervenir vers 21 h. Sur place en direct, le climat de cette réunion avec Dominique Laury. Oui, pour ce dernier meeting de la campagne européenne, le Parti socialiste a mis ce soir, disons, les petits plats dans les grands. Le parc des expositions est déjà bien rempli. Des dirigeants du parti, des personnalités du comité de soutien, des ministres aussi, Laurent Fabius, Robert Badinter vient d'arriver, Jacques Delors et Louis Mexando. Et la foule, des militants et sympathisants. Pour l'heure, c'est la fête, vous l'avez dit, avec Jean Guidoni et Catherine Lara. Et puisque le Lionel Jospin n'interviendra qu'à 21 h, faisons un rapide bilan de la campagne du PS. Au-delà du débat européen quelque peu occulté par la polémique, nous n'y reviendrons pas, deux réflexions s'imposent. Lionel Jospin, pas très à l'aise au début de la campagne, il le reconnaît lui-même, a pris nettement de l'assurance au fil des meetings. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, hier, premier secrétaire du PS, surtout par la volonté de François Mitterrand, il s'est imposé au cours de ce marathon électoral. Il est devenu le véritable patron du PS. C'est peut-être la première leçon qui se dégage de cette campagne du Parti socialiste. À vous, Bernard. C'est donc dimanche que la France va voter, une élection qui se joue en un seul tour, vous le savez, puisqu'il s'agit de désigner les parlementaires européens. Avec une inconnue, le taux de participation dans un scrutin qui d'ordinaire ne passionne pas les électeurs. Un test intéressant à cet égard, les taux de participation dans les 4 pays qui ont voté avant nous, c'est-à-dire dès hier. Maurice Werther. Jusqu'à présent, ce sont les électeurs danois qui se sont montrés les meilleurs Européens. 52% de votants, 5 points de plus qu'en 1979. L'ancien Premier ministre, M. Jorgensen, et sa femme montrent l'exemple. De même, le Premier ministre des Pays-Bas, M. Lubbers, à la tête de 52,6% d'électeurs hollandais, mais en baisse de 5% par rapport à 1979. En Irlande, 45% de votants encore passables, mais 18% de moins qu'il y a 4 ans. La participation la plus faible de l'histoire politique de l'Irlande. Bureau de vote quasiment désert en Grande-Bretagne, 30% de votants, encore moins qu'en 1979, 32,4%. Et d'après les sondages, le parti conservateur de Mme Thatcher aurait subi des pertes sensibles. Oui, les résultats de ces votes ne seront rendus publics que dimanche soir, de façon à harmoniser l'élection au niveau de l'Europe et surtout pour éviter une quelconque influence des résultats d'un pays sur l'autre. Pourtant, des coups de sonde ont déjà été effectués, notamment en Angleterre, à la sortie de l'isoloir, une procédure fréquente et qui permet d'avoir par avance une première fourchette de résultats avant même que le scrutin soit dépouillé. Un procédé que l'on trouve donc en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La chaîne de télévision ITN et le Centre Harris ont interviewé 3000 électeurs à la sortie de 49 bureaux de vote. En fait, des enquêteurs ont demandé aux électeurs de dire pour qui ils avaient voté. Et les réponses ont permis d'établir une estimation des résultats. Le parti conservateur de Margaret Thatcher aurait obtenu 40% des votants, les travaillistes 36%, l'alliance composée des libéraux et des sociodémocrates 21%. En voix et par rapport aux législatives de juin 83, les conservateurs perdraient 3,9 points. Les travaillistes gagneraient 8 points, c'est un bond spectaculaire. L'Alliance perdrait 5 points. En sièges et par rapport aux dernières européennes de 1979, les conservateurs perdraient 16 sièges, il n'en aurait plus que 44. Les travaillistes gagneraient 16 sièges. L'Alliance, qui n'existait pas en 1979, aurait 1 siège. Telle est donc la dernière estimation avant les vrais résultats qui seront dépouillés dimanche soir. C'est une machine parfaitement rodée que les télévisions américaines présentent à leurs téléspectateurs à chacune des élections, qu'elles soient nationales ou locales. Un exemple parmi d'autres, celui du dernier super mardi où les candidats démocrates devaient se partager les 511 délégués de 9 États américains. CBS estimait en ouverture de journal dès 19 h une victoire surprise de Gary Hart
avec 165 délégués, le favori Walter Mondale n'arrivant qu'en deuxième position. Estimations qui sont établies à partir des votes réels des électeurs et dans des bureaux de vote choisis comme étant les plus représentatifs. Chaque électeur indique aux enquêteurs le nom de celui pour qui il a voté, ce qui permet très rapidement, avant même la fermeture des bureaux de vote, de sortir des estimations qui jusqu'à aujourd'hui se sont révélées très proches du résultat final. Et s'il se trouve que c'est devenu une pratique courante ici aux États-Unis, c'est bien parce que les électeurs américains, tout en respectant le secret de l'urne, n'ont jamais fait un secret de leur bulletin de vote. Et ce n'est sans doute pas seulement une question de mentalité, c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas de différence idéologique fondamentale entre un électeur républicain et un électeur démocrate. Pour la première fois en France, nous utiliserons une telle méthode de coup de sonde dimanche soir pour vous informer le plus rapidement possible des tendances de cette élection européenne du côté français. Des fourchettes de résultats donc dès 22h30 qui seront traitées en collaboration avec Bull et BVA. Et puis, politique toujours, à noter à propos de la querelle scolaire que l'épiscopat français apparaît un peu réticent à participer à la manifestation organisée le 24 juin à Paris par l'enseignement catholique. C'est ce qu'on peut retirer d'une interview accordée à Témoignages chrétiens par le président de la conférence épiscopale de France. De nouvelles informations sur l'état de santé du numéro 1 soviétique, M. Tchernenko. Elles sont communiquées par l'agence France-Presse qui cite des sources dignes de foi et selon lesquelles le chef du Kremlin aurait eu 2 malaises lors de la séance d'ouverture du sommet des pays appartenant au Comecon le 12 juin dernier. Georges Bortoli. Un homme qui s'appuie discrètement au dossier d'une chaise pour se reposer, tel est le Konstantin Tchernenko que le ministre allemand Genscher a rencontré le mois dernier et que François Mitterrand rencontrera la semaine prochaine dans ce même bureau du Kremlin. Le numéro 1 soviétique a le souffle un peu court, un peu haletant, ce qui le gêne pour marcher et plus encore bien sûr pour prononcer un discours. Les médecins occidentaux parlent d'emphysème pulmonaire. Sa fatigue apparente contraste avec la verdeur du ministre des Affaires étrangères, M. Gromyko, qui va pourtant avoir 75 ans le mois prochain alors que M. Tchernenko n'en a que 72. La délégation allemande a d'ailleurs constaté que M. Gromyko s'exprimait vraiment en chef de la politique étrangère soviétique, domaine où M. Tchernenko semble n'exercer qu'une autorité nominale. Une nouvelle dimension pour la fusée européenne Ariane avec la décision prise par la France et annoncée par le ministre de l'Industrie de proposer la construction de la fusée Ariane 5. Autre décision toujours annoncée par M. Fabius, les études préparatoires d'un nouveau moteur à oxygène et hydrogène liquide pour cette fusée. Il s'agit donc pour le programme européen d'avoir les moyens de mettre de grosses charges sur orbite. Dans un autre secteur, mais qui se rapporte toujours d'une certaine façon à l'espace, la polémique se poursuit entre la France et le Luxembourg après la décision prise par le Grand-Duché de collaborer à un projet américain de satellite de communication. Alors je sais bien que tout cela paraît un peu barbare, mais l'enjeu, vous allez le comprendre, c'est l'avenir de la télévision en Europe. Une partie qui se joue à coups de milliards et d'influence politique, avec en toile de fond la maîtrise par l'Europe des chaînes de télévision qui l'arroseront. Patrick Esther. Ce satellite, c'est TDF1, le satellite français de télévision directe, capable de retransmettre 4 programmes sur l'Europe entière. Il y a 10 jours, la France devait signer avec le Luxembourg un accord réservant 2 canaux de ce satellite à la compagnie luxembourgeoise de télévision. Un accord totalement remis en cause, le Luxembourg ayant signé récemment un contrat avec une compagnie américaine. Par ce contrat, le Luxembourg cède la place à laquelle il a droit sur l'orbite géostationnaire à la société américaine Coronet. Celle-ci devrait donc placer en orbite d'ici 2 ans un satellite comme celui-ci, capable de diffuser 16 programmes sur toute l'Europe. Bien que son Premier ministre s'en défende, le Luxembourg vient d'ouvrir toute grande la porte de l'audiovisuel européen aux Américains. Nous avons donné l'assurance à la France que le marché publicitaire français et en général aussi les intérêts culturels de la France ne seraient pas touchés par ce projet puisque GDL Coronet s'interdit de faire un programme francophone sur la France. D'autre part, pour ce qui est de l'aspect américain du projet, je vous dirais tout de suite que les sociétés concessionnaires sont des sociétés à majorité européenne et même à majorité d'instituts financiers publics luxembourgeois.
nous avons verrouillé en quelque sorte dans le cahier des concessions l'intérêt américain, en ce sens que les canaux en question ne sauraient être loués qu'à des entreprises européennes et authentiquement européennes. Les accords que nous avons essayé de négocier avec le Luxembourg visant à la mise à sa disposition de 2 canaux ne peut être mené à son terme que dans le cas où il n'y a pas de concurrence de la part d'une autre opération conclue par les Luxembourgeois avec un autre partenaire. S'il s'agit d'un satellite de télécommunication destiné à envoyer des images sur des têtes de réseau, c'est autre chose. Mais il est hors de question que la France accepte de traiter avec le Luxembourg si dans le même temps le Luxembourg traite avec un autre partenaire pour des émissions analogues de télévision directe sur la France et sur l'Allemagne. C'est clair. Que deviendrait le projet satellite TDF1 dans le cas où le Luxembourg passe outre? Eh bien, le gouvernement français est, dans un cas comme dans l'autre, décidé à aller au bout de ce projet, c'est-à-dire à lancer le satellite de télévision directe TDF1 à la date prévue, c'est-à-dire à la fin de l'année 1985. Et il est évident que s'il n'y a pas accord avec les Luxembourgeois, la France trouvera d'autres partenaires pour l'exploitation en commun de ce satellite. D'ailleurs, certains se sont déjà manifestés. Dans ce cas, le grand perdant serait la compagnie luxembourgeoise de télévision, plus connue en France sous le nom de RTL. Celle-ci était tout à fait favorable au satellite français, mais le gouvernement du Grand-Duché n'a pas tenu compte de l'avis de cette société. Reste que dimanche, ici, les électeurs voteront 2 fois, pour les élections européennes, mais aussi pour les législatives. Les résultats de ces élections pourraient peut-être faire revenir le gouvernement sur son projet américain. Un peu plus de 268 000 candidats et certainement une grosse frousse pour la plupart d'entre eux. Les épreuves du baccalauréat débutaient ce matin. Un bien mauvais moment à passer, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, c'était les philosophes qui se trouvaient face à leurs feuilles blanches. Patrice Pellet est allé partager leur angoisse. Avoir 17 ans, entreapercevoir un doux rayon de soleil à travers une vitre grillagée, avec interdiction de rêver au week-end qui arrive. C'est le bac philo. Parmi d'autres, un sujet. La question qu'est-ce que l'homme est-elle la question fondamentale de la philosophie? À midi, tout était terminé. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Quel sujet avez-vous choisi? Le premier. C'est-à-dire Alors vous êtes sorti près d'une demi-heure en avance, j'en conclus que ça s'est bien passé? Bah, pas exactement, on peut pas trop savoir en philo. Vous avez choisi? L'histoire est-elle notre mémoire collective? Alors? Bah, j'ai répondu positivement. Je pense m'en être sorti. Ça s'est pas mal passé dans l'ensemble. Il se trouve que je m'attendais pas à un sujet aussi facile quand même. Mais j'aurais pu, je pense, faire mieux. Il se trouve que j'étais pas tout à fait à l'aise, je pense, comme tout le monde. Comment se sent-on quand on passe le baccalauréat? On se sent... moi, je me sentais pas particulièrement bien, mais... Bon, on se sent, je sais pas, comme quelqu'un qui passe le bac, de toute façon. Faut pas être trop angoissé, faut être un peu décontracté. Décontractés ou pas, ils se souviendront de cette journée toute leur vie. Les résultats, dans 15 jours. Demain, départ de la course d'endurance automobile la plus prestigieuse du monde, les 24 heures du Mans. Ce sont 2 Lancia qui prendront le départ en première ligne. Les footballeurs européens sont au repos aujourd'hui après les 2 matchs nuls, particulièrement nuls il faut le dire, qui ont opposé hier l'Allemagne fédérale au Portugal, 0 partout, et l'Espagne à la Roumanie sur le score de 1 partout. 2 matchs qui ne laisseront qu'un souvenir très médiocre aux amateurs de ballon rond. Cela dit, on a un peu le sentiment ce soir que c'est l'équipe de France qui est dans le collimateur 2 jours après la rencontre France-Danemark. Roger Zabel. Coup de tête, le film de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, c'était une histoire de football. La fiction devient réalité il y a 3 jours. On sait que Manuel Amoros est suspendu pour 3 matchs, mais mauvaise surprise lorsque Michel Hidalgo reçoit le rapport de l'UEFA sur ce match France-Danemark. On dit qu'à la 87e minute, le joueur numéro 2, Amoros, a commis une faute de jeu sur le joueur numéro 8 du Danemark. Alors ça, nous contestons. C'est le joueur du Danemark qui a commis une faute sur Amoros et on dit que là, il l'a bousculé légèrement. Ce n'est pas vrai. Amoros est tombé avec ce joueur du Danemark. Alors, il y a eu le coup de tête après, coupable, condamnable, oui, mais on n'a pas besoin de rendre un rapport malhonnête et de dire une chose qui ne s'est pas passée. Les images peuvent en témoigner.
Et les images en témoignent. Avant le coup de tête, Manuel Amoros ne commet aucune faute sur le numéro 8 danois, Jesper Olsen. Les représentants de l'Union européenne de football se trompent. Hidalgo a raison. Sous un autre angle, on voit parfaitement bien Olsen prendre la jambe d'Amoros en ciseaux, une faute qui plus est dangereuse, qui explique, mais n'excuse pas, l'attitude du défenseur français. Autre élément de ce rapport de l'UEFA, un avertissement à l'équipe de France qui a manifesté sa joie hors des limites du terrain après le but de Michel Platini. Contre les excès, mais je crois que là il n'y a pas offense au jeu, offense au football, et je crois qu'on va un petit peu trop loin parce qu'on ne peut pas demander aux joueurs toujours de se maîtriser, surtout quand un but est difficile à marquer. En championnat d'Italie, on sort du terrain pour saluer les supporters après un but. Platini y a pris cette habitude puisqu'il en a marqué 20 cette saison avec la Juve. C'est vrai, il y avait presque attentat à la pudeur, mais c'est bien connu, les Français ont le sang chaud. C'est demain que l'on connaîtra la composition de l'équipe de France qui doit rencontrer la Belgique. C'est le Britannique Phillips qui est toujours en tête dans la Transat, mais il ne possède plus que 28 000 d'avance sur Philippe Poupon. Éric Tabarly est 3e et Marc Pajot 4e. Arrivé cet après-midi à Villefranche-de-Rouergue de la 2e étape du Midi Libre, l'Espagnol José Luis Laguilla était le plus rapide, mais c'est toujours le Français Dominique Garde qui conserve le maillot de leader. Et puis il y a un tiercé demain dans le prix de Garenne à Saint-Cloud. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 6, le 7, le 10, l'As, le 12, le 19, le 4 et le 16. Les pronostics d'Alain Gillot-Pétré maintenant. Les prévisions de la météo nationale, s'il vous plaît, monsieur Rapp. Bon week-end à tous. 34 degrés à Perpignan à 17h. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y a un an, nous sommes déjà en été. Cette fois, c'est sûr, on n'aura pas eu de printemps. Le soleil brillera. Ce sera une magnifique fin de semaine. Regardez la carte pour samedi et pour dimanche. Sur la moitié nord, après dissipation des brumes, des brouillards matinaux, ce sera du beau temps malgré quelques petits passages nuageux. Sans grande importance sur la moitié sud, toujours du grand beau temps, soleil, sans brume et sans brouillard. Possibilité demain soir de quelques coups de tonnerre sur l'extrême sud-est et la Corse. Pour dimanche, moins de brouillard et moins de brume sur la moitié nord, donc nécessairement davantage de soleil. Et on met les orages de l'autre côté, quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées en fin de journée. Mais encore une fois, rien de bien grave, le baromètre est en hausse, thermomètre en hausse. 17 à 24 degrés sur la moitié nord, ça va devenir caniculaire tout ça. Et 23 à 30 degrés sur la moitié sud, 30 degrés ou davantage. Demain, samedi 16 juin, jour important, pas de minute de soleil en plus ou en moins, levé 5h46, couché 21h56. C'est la Saint-Jean-François-Régis et un petit bonjour à Besançon, dont c'est le patron demain, en fait, le patron de Besançon, Saint-Fréol. Bonjour Besançon. Dernier journal à 23h, aux environs de 23h, en compagnie de Jacques Ségui. Et demain, 12h45, antenne de midi, Noël ma mère. Bonsoir, à demain 20h.